René Guénon, symbole de la science sacrée. Deuxième partie, symbole du centre et du monde. Chapitre 16, les têtes noires. Le nom des Éthiopiens signifie littéralement visage brûlé, Eti Ops, et par suite visage noir. On l'interprète communément comme désignant un peuple de race noire, ou tout au moins au teint noir. Cependant, cette explication trop simpliste apparaît comme peu satisfaisante dès qu'on remarque que les anciens donnèrent en fait le même nom d'Éthiopie à des pays très divers, et à certains desquels elle ne conviendrait aucunement, puisque notamment l'Atlantide elle-même, dit-on, fut aussi appelée Éthiopie. Par contre, il ne semble pas que cette dénomination ait jamais été appliquée aux pays habités par des peuples appartenant proprement à la race noire. Il doit donc y avoir là autre chose. Et cela devient encore plus évident quand on constate ailleurs l'existence de mots ou d'expressions similaires, si bien qu'on est naturellement amené à chercher quelle signification symbolique ils peuvent avoir en réalité. Les Chinois se désignaient eux-mêmes, très anciennement, comme le peuple noir, Li Min. Cette expression se trouve en particulier dans le Shuqing, règne de l'empereur Shuen, avant l'ère chrétienne. Beaucoup plus tard, au début de la dynastie Qing, IIIe siècle avant l'ère chrétienne, l'empereur donna à son peuple un autre nom analogue, celui des têtes noires, Tien Sheu. Et ce qui est encore singulier, c'est qu'on trouve exactement la même expression en chaldée, Nishi Salmat Kakadi, 1000 ans au moins avant cette époque. De plus, il est à remarquer que les caractères Kien et He, signifiant noir, représentent la flamme. Par là, le sens de cette expression de tête noire se rapproche encore plus étroitement de celui du nom des Éthiopiens. Les orientalistes, qui le plus souvent ignorent de parti pris tout symbolisme, veulent expliquer ces termes de peuple noir et de tête noire comme désignant le peuple aux cheveux noirs. Malheureusement, si ce caractère convient en effet aux Chinois, il ne saurait en aucune façon les distinguer des peuples voisins, de sorte que cette explication encore apparaît comme tout à fait insignifiante au fond. D'autre part, certains ont pensé que le peuple noir était proprement la masse du peuple, à laquelle la couleur noire aurait été attribuée comme elle l'est dans l'Inde aux Shudras et avec le même sens d'indistinction et d'anonymat. Et il semble bien que ce soit en réalité le peuple chinois tout entier qui ait été ainsi désigné, sans qu'il soit fait à cet égard aucune différence entre la masse et l'élite. Et s'il en est ainsi, le symbolisme dont il s'agit n'est plus valable en pareil cas. Du reste, si l'on songe non seulement que les expressions de ce genre ont eu un emploi aussi étendu dans l'espace et dans le temps que nous l'avons indiqué, et il est même très possible qu'il en existe encore d'autres exemples, mais aussi que les anciens Égyptiens, de leur côté, donnaient à leur pays le nom de Kémi ou Terre Noire, on se rendra compte qu'il est assurément fort invraisemblable que tant de peuples divers aient adopté pour eux-mêmes ou pour leur pays une désignation qui aurait eu un sens péjoratif. Ce n'est donc pas à ce sens inférieur de la couleur noire qu'il convient de se référer ici, mais bien plutôt à son sens supérieur, puisque comme nous l'avons expliqué en d'autres occasions, elle présente un double symbolisme, tout aussi bien d'ailleurs que l'anonymat, auquel nous faisons allusion tout à l'heure à propos de la masse du peuple, a également deux significations opposées. On sait que dans son sens supérieur, la couleur noire symbolise essentiellement l'état principiel de non-manifestation, et que c'est ainsi qu'il faut comprendre notamment le nom de Krishna, par opposition à celui d'Arjuna, qui signifie blanc. L'un et l'autre représentant respectivement le non-manifesté et le manifesté, l'immortel et le mortel, le soi et le moi, Paramatma et Jivatma. Seulement, on peut se demander comment un symbole du non manifesté est applicable à un peuple ou à un pays. Nous devons reconnaître que le rapport n'apparaît pas clairement à première vue, mais pourtant il existe bien réellement dans les cas dont il s'agit. D'ailleurs, on ne doit pas être sans raison que, dans plusieurs de ces cas, la couleur noire est rapportée plus particulièrement aux faces ou aux têtes, terme dont nous avons déjà indiqué ailleurs la signification symbolique, en connexion avec les idées de sommet et de principe.
Pour comprendre ce qu'il en est, il faut se souvenir que les peuples dont nous venons de parler sont de ceux qui se considéraient comme occupant une situation centrale. On connaît notamment à cet égard la désignation de la Chine comme le royaume du milieu, Chung Kuo, ainsi que le fait que l'Égypte ait été assimilée par ses habitants au cœur du monde. Cette situation centrale est d'ailleurs parfaitement justifiée au point de vue symbolique, car chacune des contrées auxquelles elle était attribuée était effectivement le siège du centre spirituel d'une tradition, émanation et image du centre spirituel suprême, et le représentant pour ceux qui appartenaient à la tradition envisagée, de sorte qu'elle était bien véritablement pour eux le centre du monde. Or, le centre est, en raison de son caractère principiel, ce qu'on pourrait appeler le lieu de la non-manifestation. Comme telle, la couleur noire entendue dans son sens supérieur lui convient donc réellement. Il faut d'ailleurs remarquer que, par contre, la couleur blanche convient aussi au centre sous un autre rapport. Nous voulons dire en tant qu'il est le point de départ d'une irradiation assimilée à celle de la lumière. On pourrait donc dire que le centre est blanc extérieurement et par rapport à la manifestation qui procède de lui, tandis qu'il est noir intérieurement et en lui-même. Et ce dernier point de vue est naturellement celui des êtres, qui, pour une raison telle que celle que nous venons de rappeler, se situent symboliquement dans le centre même.